Mes amis, on retrouve Yves-Marie Adeline pour notre rendez-vous hebdomadaire, maintenant, j'allais dire classique, consacré à la monarchie, à la royauté. C'est la chronique de la royauté. Et nous avions dit aujourd'hui que nous parlerions de Maurras au sens large, de son influence, de qui il était, de ce qu'il a apporté au débat politique, au débat des idées dans les années d'avant 1940, pour aller vite. J'en profite pour dire, avant de céder la parole à Yves-Marie, que évidemment l'objet de ces 20-30 minutes d'entretien est de donner de la culture générale à des gens qui aujourd'hui en manquent cruellement. Voilà. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas là pour préparer le prix Nobel sur l'étude de Maurras, puisque je sais qu'il y a toujours des mauvais coucheurs qui nous expliquent: ah, vous n'avez pas parlé de ce que Maurras a dit dans tel livre, chapitre 8, ligne 29 de la page 12, et donc vous êtes des guignols ou des rigolos. Ces mauvais coucheurs qui pensent que la culture est un objet d'entre-soi et qu'il ne faut pas faire des émissions grand public. Écoutez, vous êtes des cons, on ne veut pas de vous sur cette chaîne. Voilà. Dégagez, ça nous saoule. Voilà. Non, mais parce qu'il y a une espèce de culture de la haine en France, où des gens qui se planquent derrière des pseudonymes et derrière l'anonymat de leur écran passent leur temps à donner des notes à tout le monde, mais eux-mêmes ne faisant rien. Cette culture de l'avachissement française. Alors, autant je peux comprendre que des gauchistes qui aiment l'État, la solidarité, les subventions soient avachis, au fond, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ce qui me gêne, c'est que des gens qui se prétendent de droite, de culture, on va dire, plutôt conscientisés et disciplinés, se comportent eux-mêmes comme des avachis en expliquant: moi, monsieur, je ne fais rien, mais je vais vous expliquer que vous êtes un con parce que vous faites quelque chose. Voilà, c'était mon coup de gueule du matin, mais je préfère le refaire parce que je pense que ce pays meurt de cet avachissement où plein de gens, notamment de droite, se disent: je suis de droite, donc je suis quelqu'un de bien, donc ça m'autorise à avoir des comportements totalement indisciplinés et ingérables en groupe. Je trouve ça absolument épuisant. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule. On parle de Maurras. Yves-Marie, est-ce que vous pouvez nous remettre les grandes dates de la vie de Maurras, parce que plein de gens sont aujourd'hui incapables de situer Maurras dans le temps, et c'est un peu à ces gens-là qu'on s'adresse aujourd'hui. Alors, il est né en Provence, c'est un Provençal. Il est resté très profondément provençal dans sa culture. Il est né en 1968 à Martigues, donc en Provence. On parlera un jour du maître de Martigues. Et puis, il a été un écolier d'abord, frappé par la surdité à l'âge de 14 ans. Ce qui expliquait qu'il avait une voix très sourde quand il parlait. Ça, je le sais par le témoignage d'une dame que j'ai connue dans ma jeunesse et qu'il avait fréquentée, qui était d'ailleurs la fille d'un de ses avocats, et qui disait: il parlait comme ça, parce que comme il était sourd, il ne s'entendait pas lui-même parler. Et donc, ça l'a évidemment énormément handicapé pour ses études. C'était un garçon extrêmement brillant, mais en fait, il s'est contenté de son bac et un peu d'études supérieures, mais pas grand-chose. Et il est devenu journaliste. À l'époque, le journalisme existait encore, et puis c'était une presse écrite. Donc, il n'y avait pas besoin de… Un peu mieux que chômeur. C'était un peu mieux que chômeur à l'époque. D'ailleurs, il a prédit la clochardisation des intellectuels dans un livre excellent qui s'appelle L'avenir de l'intelligence. Et pour des gens effectivement comme moi, c'est un livre prophétique, quoi. J'ai vécu exactement ce qu'il avait prédit. Bon. Alors il a donc pas fait des études particulièrement poussées, du fait même que en cours il comprenait rien, il n'entendait rien en fait. Hein. Donc il a été journaliste, et ça n'est pas un royaliste à l'origine. D'ailleurs, l'a-t-il été bon, mais là je vais commencer à sortir des pics pour vos amis maurassiens. Mais enfin, en tout cas, c'est un républicain et il est favorable. C'est un Barrésien en fait. Hein, je vous en ai parlé la dernière fois. Il est favorable à… On parle de Maurice Barrès au calme. Oui, oui. La prochaine émission sera sur Maurice Barrès. Ah bon, d'accord. Bon, alors, oui, on peut bon, le très citer, bien. Mais on parlera Barrès.
au calme. Le problème, c'est que ils sont vraiment, ça fera un peu de la répétition, vous allez comprendre pourquoi pendant cette émission-là. Il est donc plutôt nationaliste. Alors après, je vous aiderai à comprendre ce que veut dire le nationalisme. Et puis, il devient royaliste à l'occasion d'un voyage qu'il fait à Athènes en 1896. Les Jeux Olympiques sont réinstaurés, si on peut dire, par un Français qui était le baron de Coubertin, qui explique pourquoi la langue officielle des Jeux Olympiques aujourd'hui encore soit le français. Et là, il voit les délégations anglaises et allemandes, et Dieu sait si c'est un anti-germanique maladif, mais ça vient de 1870-71. Mais en tout cas, il se convainc, là, à partir de ce moment-là, il écrit un recueil qui s'appelle Antinéa. Il se convainc que c'est la démocratie qui a tué Athènes. Cela dit, ça n'a rien de très original comme pensée, parce que c'était déjà la pensée de gens comme Platon, par exemple. Hein. Mais il revient quand même assez royaliste. Ensuite, il rencontre des personnalités nationalistes de la presse française, puisqu'à l'époque, il y avait une presse d'opinion, ça n'avait évidemment aucun rapport avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et dans cette presse d'opinion, il rencontre des gens qui s'appellent Maurice Pugeot et Henri Vaugeois, et ils fondent un conseil d'action française. Voilà, le mot commence à apparaître à ce moment-là, et il n'y a aucun royaliste dans ce conseil d'action française. Mais lui, peu à peu, alors, dans l'intervalle, il y a l'affaire Dreyfus. Là, on est en 1895 quand ils fondent 98, pardon, quand ils fondent ce comité d'action française. Alors, on est dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Et dans l'affaire Dreyfus, Maurras, avec d'autres, prend le parti anti-Dreyfusard, qui dépasse de loin la question de savoir si Dreyfus est juif ou pas. En fait, quand on lit le célèbre article J'accuse de Maurras, on lit un article écrit au vitriol qui, au lieu de se contenter du dénonçait Zola, il attaque à boulet rouge tout ce que la France compte de traditionnel, c'est-à-dire globalement, parce qu'il n'y a plus de roi, son église et son armée. Donc il parle de l'armée comme d'une jésuitière dans laquelle il faudra donner des coups de pied. Il n'honore l'armée que celle des soldats de l'an 2. Enfin, vous voyez, il lance d'emblée le débat qui aurait dû rester confiné, disons, à un débat judiciaire. Il lance ce débat dans un débat politique beaucoup plus large. De fait, eh bien, son article, qui a été publié dans l'Aurore, avec la complicité de Clémenceau, de gens comme ça, évidemment, lance une affaire, la fameuse affaire Dreyfus, extraordinairement polémique, diviseuse entre deux camps, le camp de droite et le camp de gauche. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que l'antisémitisme bascule de gauche vers la droite, parce qu'avant, les Juifs étaient tous des bourgeois, des banquiers, donc c'était plutôt la gauche qui n'aimait pas les Juifs. Et à partir de là, on va dire Dreyfus est un Juif, mais c'est aussi dans le contexte nationaliste que je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, Maurras, donc, à ce moment-là, n'est pas une autorité intellectuelle suffisamment reconnue pour imposer son point de vue. Et en tout cas, après ça, il va fédérer une grande partie, disons, de l'élite intellectuelle de droite, à partir d'une série d'articles qu'il commence en 1900, qu'il appelle Enquête sur la monarchie. Et là, il va rendre visite à des personnalités éventuellement exilées au service. Alors, il n'y a plus de comte de Chambord, mais au service des princes d'Orléans de l'époque, et le comte de Paris, etc. Et peu à peu, il va réunir ça dans un ouvrage de 1909 qui va être un ouvrage fondateur, où il va réaliser une sorte de national-royalisme, si vous voulez, de mariage entre le nationalisme et le royalisme. Alors, puisque vous me demandez les dates importantes, à partir de la guerre de 14,
Il va tomber dans le piège de l'union sacrée tendue par Poincaré, où toute cette France traditionnelle et de droite va servir en fait une France de plus en plus gauchie, et surtout après 1917 évidemment, et que la France de Clémenceau, on va dire, pour aller vite. Et puis, il n'empêche que son autorité intellectuelle augmente énormément. Les chiffres du journal L'Action française, dont il a pris la tête, bien évidemment, sont extrêmement favorables. Avant la guerre de 14, il y avait 2000 lecteurs à peu près en 14 de l'Action française. À la sortie de la guerre, il y en a plus de 150 000. Vous voyez le saut qualitatif. Il convainc énormément de personnalités, il est déjà considéré comme un maître, et le coup de massue qu'il reçoit, c'est en 1926, de la part d'un pape, Pie XI, qui, dans cette affaire, a lancé 2 coups de massue sur, on va dire, la droite, pourquoi pas, contre les Cristeros au Mexique, qui va aboutir à leur massacre par le gouvernement très anticlérical de Calès, et contre l'Action française, au motif que Maurras n'est pas du tout chrétien, mais ça c'est depuis la mort de Chambord, c'est classique que la droite traditionnelle ou traditionnaliste se jette dans les bras de gens qui ne sont pas qui ne sont pas catholiques, voire pas royalistes non plus. Donc ça a été Boulanger, ce sera Pétain, ce sera ce sera Le Pen, ce sera des gens comme ça qui ne sont pas de pratique, en tout cas. Je ne parle pas de culture, mais qui ne sont pas d'ardents religieux. Donc ça c'est classique. Alors en tout cas, il est condamné, ce qui est excessif de la part du pape, c'est très clair. N'empêche que ça va détruire son mouvement, parce qu'il y a énormément de gens qui le suivaient et qui, par fidélité au pape, on n'a plus de roi, il ne faut pas oublier. Donc, en fait, le pape a pris une importance absolument considérable dans les consciences, puisqu'il n'y a plus cette espèce d'équilibre entre le spirituel et le temporel, parce que le roi a disparu. Hein. Donc, beaucoup de gens vont se désabonner de l'Action française. Alors, tout ça, le motif, c'était que, comme Maurras était un incroyant, on pense que sur son lit de mort, il s'est converti. Oui, c'était un incroyant. Il était non pas athée, parce que ça, c'est un bigotisme, c'est une bigoterie à l'envers. C'est la chaussette renversée, disons, mais agnostique. Hein, c'est quelqu'un, voilà, il n'avait pas les grâces de la foi, et donc il a pu écrire des choses terribles, et notamment, il n'a jamais été chrétien. Alors peut-être que sur son lit de mort, avant de mourir, il l'est devenu, mais en revanche, il aimait le catholicisme comme un ordre social, si vous voulez, presque comme on aime l'islam dans certains pays, c'est-à-dire que ça donne une espèce de structure, de discipline collective, et en cela, il ressemblait un peu à Napoléon, par exemple. En revanche, il critiquait ce qu'il pouvait y avoir de chrétien dans le catholicisme, dans l'Église, et notamment, il parlait du venin du Magnificat, hein, la fameuse action de grâce que Marie rend lorsqu'elle rend visite à Élisabeth, hein, et elle dit, ils renversent les puissants de leur trône, renvoient les riches les mains vides, etc. Enfin bref, donc pour Maurras, c'était de la subversion, c'est-à-dire il lisait ça vraiment au premier degré, et donc il parlait du venin du Magnificat. Pendant très longtemps, d'ailleurs, Maurras a critiqué Antigone. Avec le temps, il a réfléchi à l'affaire d'Antigone en disant finalement l'ordre, ce n'est pas Créon, c'est Antigone. Bon, mais voyez, alors au motif qu'on pouvait lire effectivement dans ses écrits de jeunesse des choses comme ça, il a été condamné, mais très injustement, c'est ridicule. Alors, le fait est que cette condamnation sera levée beaucoup plus tard, en 1939 par Pie XII. Bon, là, on arrive à la guerre de toute façon, enfin, c'était trop tard, le mal était fait. Et dans l'intervalle, il a été lâché pour des raisons qui peuvent très bien se comprendre, en l'occurrence, là, par le duc de Guise, et non pas par le comte de Paris dont nous parlions la semaine dernière, mais c'est d'abord le père, le duc de Guise, qui l'a désavoué en 1937, en disant que le maurrassisme, disons, prodiguait des enseignements incompatibles avec les traditions de la Maison de France. C'était pas faux, hein, surtout cet aspect royaliste. Pourquoi ? Enfin, mais parce que le maurrassisme, c'est un mélange de nationalisme et de royalisme.
C'est pour ça que je disais assez cruellement, j'appelais ça du national-royalisme. On va augmenter encore le nombre de vos amis avec cette interview. Or, le nationalisme, c'est pas la même chose. C'est une sorte de solution bâtarde. D'ailleurs, je peux vous parler de ce que c'est que le nationalisme, mais lorsqu'en Dites-nous ce que c'est. 1930, La nation, c'est quoi? Ben, alors, la nation, dans sa première définition, c'est celle de la Révolution, mais je ne fais pas partie de ceux qui croient que le nationalisme est une pensée de gauche. Oui, parce que quand, sous la Révolution française, on dit vive la nation, ça veut dire vive le peuple, enfin le tiers-état, on va dire, dressé contre le trône et l'autel. Voilà, c'est ça, la nation. Vive la nation, ça veut dire ça. Mais au-delà de cela, le nationalisme est venu comment? À partir du moment où nous perdons notre roi. Et à cet égard, c'est vrai que la mort du comte de Chambord, c'est vraiment une fracture déjà dans le mouvement de la pensée royaliste. Hein. Mais même dans l'histoire de France, c'est vrai. On perd le roi. Donc on a. Je vous coupe, mais nous ferons aussi une émission sur le D'accord. comte de Chambord, l'affaire du drapeau et D'accord. Ouais. l'abandon finalement, le Ouais, divorce entre la France et la monarchie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc, avant, nous avions un roi, nous avions un prince. Donc, on regardait le prince qui était l'élément vers lequel se concentraient tous les regards. À partir du moment où ce prince disparaît, qu'est-ce qui reste? Le corps social lui-même. Et on finit par idolâtrer la nation au point que quand quelque chose va mal, ça n'est pas de la faute de la nation, c'est de la faute des autres. Et donc là, on crée les boucs émissaires que Maurras appellera dans une expression très, très, très jolie, parce que c'est un grand écrivain. Hein, c'est un homme qui écrit admirablement et qui d'ailleurs a ce pouvoir de séduction contre lequel il faut se prévenir quand on le lit, parce que c'est admirablement écrit. Lui, il considère qu'il y a 4 États confédérés. Il les appelle confédérés. Le mot même est intelligent. C'est pas fédéré, c'est confédéré. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran historique, disons, de l'histoire, il y a les protestants qui ont divisé le corps social, il y a les francs-maçons qui se sont donnés pour objectif de détruire l'Église catholique. Alors, lui n'est pas chrétien, mais n'empêche qu'il se veut de culture catholique, encore une fois, pour cette espèce de cadre qui tient les consciences. Ensuite, les juifs, qui, disons, une mentalité communautariste et qui ne vivent que pour leurs propres intérêts, etc. Et enfin, les métèques. Alors, les métèques, c'est les étrangers. Le mot, d'ailleurs, n'est pas péjoratif à l'époque des Grecs, hein, était métèque, celui qui n'appartenait pas à la cité, point final. Bon. Donc, les 4 États confédérés, les protestants, les francs-maçons, les juifs et les métèques. Et quand quelque chose va mal, c'est pas de la faute des Français, c'est de la faute de ces 4-là, ou au moins un des 4, ou 2 parmi les 4, vous voyez. Donc, il y a une espèce d'idolâtrie de la nation qui, dans certaines formules, aboutira d'ailleurs à une idolâtrie de l'État qui exprime cette nation. Et ce sera la fameuse statolatrie de Mussolini que condamnera, là pour le coup, plus justement, Pie XI, par exemple, hein, cette espèce d'idolâtrie de l'État. Donc, ça, c'est le nationalisme. C'est Barrès, c'est tous ces gens-là. Et Maurras, il arrive à marier les deux en disant, oui, mais votre nationalisme, il ne peut tenir que s'il a une espèce de pérennité, que s'il est incarné, en somme. Et à ce moment-là, il arrive à convertir beaucoup de nationalistes, pas tous, hein, mais beaucoup de nationalistes, à sa formule qui va prendre tellement de place qu'au bout d'un moment, on assimilera le royalisme au maurassisme, alors que l'inverse n'est pas vrai. Je vous donne un exemple vécu et un exemple historique. L'exemple historique, c'est lorsque Pétain arrive au pouvoir, on a dit ça la semaine dernière, les royalistes se sont cassés en deux, parce qu'il y a ceux qui ont soutenu De Gaulle, c'était d'ailleurs les premiers à rejoindre De Gaulle à Londres, ce sont des royalistes, et puis il y a les pétainistes, parmi lesquels Maurras, qui parle de divine surprise, etc. Bon. Et Maurras est à ce moment-là une star incroyable, internationale en 1940, une star intellectuelle. Et Pétain lui fait demander, à votre avis, que faudrait-il pour la France? Et Maurras répond, il faut 2 choses, un bon corps d'officiers et un bon clergé. Ce qui dit tout, en fait, parce qu'il n'a pas dit il faut un roi.
Il n'a pas dit qu'il faudrait restaurer une monarchie. Bon, ça paraît très bizarre dans un pays occupé par l'Allemagne, mais en tout cas, il ne parle même pas du roi. Il dit qu'il faut un bon corps d'officiers et un bon clergé. Alors, que tout ça soit coiffé par un roi, évidemment, c'est mieux. Mais on peut être maurassien sans être royaliste. Alors ça, c'est l'expérience personnelle. J'étais vraiment très jeune étudiant et j'ai croisé un personnage, je peux le citer d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien d'insultant à cela, qui était à ce moment-là secrétaire général d'un syndicat étudiant de droite qui s'appelait l'UNI, qui était un syndicat chiracien. Il s'appelait Daniel Courant. Il s'occupait par ailleurs beaucoup de choses culturelles et c'est à ce titre-là que je l'avais rencontré. Moi, jeune étudiant, j'étais pas tellement entraîné dans l'Uni, mais dans le festival de Fontevraud, etc. Et je suis présenté à lui par un ami qui dit « Ah, d'ailleurs, vous avez beaucoup de choses en commun politiquement. » Je dis « Ah bon, vous êtes royaliste ?» Il me dit « Non, mais je suis maurassien. » Et c'est comme ça qu'en fait, une petite lumière rouge s'est allumée dans mon cerveau et je me suis dit, ah bon, on peut être maurassien sans être royaliste. Et donc, j'ai étudié Maurras grâce à Daniel Courant. Je ne sais pas s'il est toujours s'il m'entendra un jour, mais en tout cas, voilà, il a joué un rôle, comme quoi les rencontres. Et donc, voilà. Alors, pour finir avec sa bio, comme il a pris le parti de Pétain, et que par ailleurs, il a écrit, on l'a vu la semaine dernière, ni les ya ni les yes, enfin la France seule, etc. On lui en a fait le reproche et il a été très injustement condamné pour intelligence avec l'ennemi, lui qui était, du fait de son nationalisme, maladivement, pathologiquement anti-germanique, parce que la guerre de 70, la fameuse année terrible, 70-71, hein, dont on parlait déjà. 1870, la guerre 1800. Oui, 1870. Plein de gens ne savent plus ce que c'est, la guerre de 70. Oui. La France qui avait. Voilà, le moment où Napoléon III a été balayé. C'est le moment où il est balayé et où la France perd l'Alsace et la Lorraine. Et elle est humiliée par une défaite incroyable, extrêmement rapide, par cette Allemagne qui s'unifie à cette occasion-là. Et c'est c'est un séisme dans la conscience française. Renan parlera de la nécessité d'une réforme intellectuelle et morale, etc. Morale, ça voulait donc dire que les Français avaient mérité leur sort, etc. Et Maurras en a conservé un anti-germanisme fanatique complètement absurde. Il disait « je suis romain, je suis humain, ce sont les deux mêmes choses, etc. » Enfin, d'ailleurs, il n'était pas très sincère, parce qu'il y a une confidence qu'il a faite un jour à quelqu'un qui l'interrogeait. Parce qu'il était fanatiquement anti-allemand, mais ça ne l'empêchait pas d'être quelqu'un d'intelligent, bien entendu. C'est une très grande intelligence. Et quelqu'un lui avait dit, maître, à votre avis, qui est le plus grand compositeur de notre époque? Il lui avait répondu, c'est Wagner, mais ne le répétez à personne. Ça en dit long sur le personnage, bien sûr. Après, donc il a été condamné à la prison à vie. Yves-Marie, comment on peut expliquer la véritable influence intellectuelle qu'il a eue par-delà les frontières des nationalistes? Parce qu'au fond, ce n'était pas simplement un auteur qui était renfermé sur l'Action française. Sa pensée a beaucoup plus influencé. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut essayer de décrire cette influence qu'il a eue sur les idées de son temps? Alors, il est à la tête d'un journal qui, en dépit des chiffres que je vous ai donnés et de l'augmentation des abonnés, en particulier à l'occasion de la Grande Guerre, il est à la tête d'un journal qui est lu par toute l'élite intellectuelle. C'est une époque où les militants d'Action française, aux alentours de 1914, tiennent le quartier latin. C'est tout le contraire, évidemment. C'est l'extrême inverse de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, avec une différence de taille aussi, c'est que l'on soit de droite ou de gauche à cette époque, on lit le grec dans le texte. Ça n'a évidemment aucun rapport avec la fabrique à crétins que nous connaissons depuis des décennies. Mais donc, tout le monde lit l'Action française, y compris d'ailleurs des gens qui pourraient se sentir visés par les fameux 4 États confédérés. Proust, qui est le plus grand romancier de son temps, peut-être de tous les temps français, en tant que romancier en tout cas, est un lecteur de l'Action française. Et il le dit, enfin, il s'en cache pas.
Par ailleurs, oui, bien sûr, ah bah oui, bien sûr. Par ailleurs, il est à la tête d'un quotidien et donc il commente la politique. C'est un art extrêmement difficile. Vous êtes bien payé pour le savoir, tout comme mieux que moi. Euh, euh, non, mais vous me proposerez l'augmentation tout à l'heure après l'émission. Euh, et donc, il commente l'actualité, il commente la politique. Et c'est vrai que alors, c'est un métier très difficile. Il a un petit défaut, c'est que, comme tous les grands idéologues, il a une petite, comment dirais-je, mais pas totale, une petite immobilité comment dirais-je, comment on appelle ça, ces gens qui sont toujours psychorigides. Intérieur. Voilà, psychorigides. Il n'a pas totalement été d'ailleurs, hein, notamment avec la Grande Guerre où il a vu tant de juifs justement se sacrifier pour la patrie, etc. Il a un peu mis de l'eau dans son vin. Ça l'a pas empêché à l'époque de Léon Blum, enfin c'était la gauche aussi, c'était pas seulement parce qu'il était juif, de sortir des articles Tout va très bien, Monsieur le rabbin. Enfin, vous voyez, c'était l'époque de la chanson Tout va très bien, Madame la marquise, etc. Donc il a une analyse, et d'ailleurs quelquefois une analyse tout à fait prophétique. Par exemple, je parle de la guerre de 14. Avant la guerre de 14, il dit, mais nous sommes conduits par une politique insensée et nous arriverons à 500 000 Français qui tomberont sur le sol de France. Et à l'époque, ça paraît incroyable. C'est pas 500 000, c'est le triple hein, que nous avons connu. Et donc, il est quand même assez visionnaire sur beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, il écrit admirablement. C'est pas seulement un journaliste. À mon avis, ça nuit un peu à son œuvre parce que, en réalité, il n'a pas un traité. Il n'a jamais écrit un traité. Euh, il a écrit des articles qui ont pu être compilés, notamment dans un livre qui s'appelle Mes idées politiques. Et puis l'enquête sur la monarchie, qui est en fait des entretiens qu'il commente, mais des entretiens en tant que journaliste. Il n'avait pas le temps d'écrire véritablement un ouvrage. Ça n'empêchait pas quand même d'écrire de la poésie, non sans talent, non sans talent. Je cite un petit quatrain au moment de la guerre de 14 où beaucoup de gens meurent, et notamment des jeunes gens ardents hein, de l'action française. Il écrit les compagnons deviennent rares. Ô chers témoins du souvenir, quel est ce temps qui nous sépare et saura-t-il nous réunir? Magnifique. C'est vraiment très beau. Comme en plus de ça, il est agnostique. Est-ce que ce temps saura nous réunir? Bon. Donc c'est un grand écrivain. Alors en même temps, c'est peut-être trop. C'est-à-dire que il est trop homme de lettres au moment des grandes actions politiques qu'il aurait fallu conduire pour mettre en pratique toute sa théorie, puisqu'il n'a pas cessé de bercer les nationaux royalistes de la promesse d'un coup d'État. Donc il écrivait, il nous faudrait un général Monk, par allusion à une figure historique de la République anglaise, où c'est un militaire qui avait renversé la République de Cromwell et qui avait restauré la monarchie. Ce n'était pas nécessairement d'ailleurs un militaire dans son esprit, mais en tout cas quelqu'un qui restaurerait la monarchie. Mais en même temps, quand on lui a proposé des actions de force, pendant la guerre de 14, il disait on ne fait pas de révolution devant l'ennemi. Enfin, n'empêche qu'en 40, la révolution nationale de Pétain, ça lui convenait. Enfin, mais il y avait des incohérences comme ça. Le fameux 6 février 34, il ne joue aucun rôle. Et même, tant qu'il n'a pas donné un ordre, parce que l'action française finit par devenir une sorte de secte autour de lui, dont il est le grand gourou, hein, il n'aime pas qu'on agisse sans son ordre. Il est obéi au doigt et à l'œil. Mais c'est pas un homme d'action, c'est un homme de commentaires, de réflexion, quoi. Alors encore une fois, oui. C'est ce qu'on voit. Oui. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est le destin de l'action française. Est-ce qu'il y a une postérité de Maurras aujourd'hui? Moi, je me souviens d'avoir un jour assisté à une conférence dans les locaux de l'Action française à Paris, une conférence d'Éric Zemmour, une autre de Rémi Braque d'ailleurs. Mais je suis frappé quand je vois les jeunes militants de l'Action française aujourd'hui qui, au fond, affichent, alors il y a des images très, très religieuses, de la Vierge, le Christ, etc. Et est-ce que l'Action française d'aujourd'hui est bien l'héritière spirituelle, intellectuelle de Charles Maurras? Le problème, c'est que comme c'était une, enfin, encore,
il y a quelque chose d'un petit peu sectaire, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils sont enfermés dans leur cercle, et ils ont du mal à en sortir. Je vais vous donner un exemple. Un intellectuel de mes amis m'a fait cette confidence, lui est assez proche de ces milieux-là, m'a fait cette confidence. Il interrogeait un journaliste très connu du Figaro magazine et qui a été formé à l'école d'action française. Je vous dis ça il y a au moins une vingtaine d'années, hein, sinon plus. Euh, et il lui demande, mais vous parlez jamais de l'immigration, le problème posé par l'immigration. Et ce journaliste du Figaro magazine de lui répondre, je ne sais pas comment dire, parce que Maurras n'en a pas parlé. Donc ça vous donne une idée de l'enfermement idéologique, si vous voulez, dans cette posture. Par ailleurs, est-ce que le national-royalisme est possible? Le royalisme, il n'a pas besoin de Maurras. D'ailleurs, si vous regardez la pensée de Maurras, elle se divise en deux catégories. Il y a tout ce qui est nationaliste, ce dont je vous ai parlé, l'idolâtrie de la nation, etc. Et puis ce qui est royaliste, mais qui n'est pas de son fait, qu'il a piqué aux auteurs précédents, en premier lieu, évidemment, Louis de Bonald, qui est très probablement le plus talentueux des théoriciens royalistes de l'histoire de la théorie royaliste, c'est Louis de Bonald. Et donc toutes les grandes idées de Maurras sur la décentralisation, sur l'autorité en haut, les libertés en bas, mais c'est Bonald, ça, c'est pas Maurras. C'est pas parce que vous ne citez pas la source qu'elle vous appartient. Enfin, vous voyez. Bon, après, il y a aussi des notions qui ont survécu à Maurras, qui d'ailleurs ne viennent pas de Maurras. Par exemple, vous parliez la semaine dernière du pays légal et pays réel. C'est une idée qui n'a pas été inventée par Maurras. Elle a énormément été utilisée par Maurras. C'est bien commode, quand vous êtes en minorité, de dire que vous êtes le pays réel et qu'il y a un pays légal qui vous empêche d'arriver au pouvoir. N'oublions pas que la seule fois que vraiment l'Action française participe à des élections, c'est juste après la guerre de 14, avec une chambre bleue horizon. Il y a un élu député qui est le truculent Léon Daudet, un homme extraordinaire, le fils d'Alphonse, et qui a été député de Paris, effectivement, bon, c'est le seul. Mais l'idée du pays légal et pays réel, ça vient plutôt de l'époque de Louis-Philippe Arbre, vous voyez, cette époque-là, avec des gens comme Guizot, qui disent, voilà, il y a un pays réel qui n'est pas représenté par le pays légal, d'abord parce que le suffrage était censitaire, etc. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre le pays légal et le pays réel. Donc, c'est une expression qui va faire Flores, mais évidemment qu'utilisera énormément Maurras, qui d'ailleurs peut tourner à l'avantage justement de la théorie royaliste, nationaliste. Parce que si vous dites que le peuple français n'est jamais coupable de rien, vous l'exonérez de tout ça c'est dû alors aux quatre États confédérés, ça peut être aussi dû au pays légal. On est en plein dans ce débat avec Macron, qui a quand même été triomphalement élu 2 fois à la tête de la présidence. Alors, on peut comprendre la première fois, mais après tout ce qui s'était passé avec les gilets jaunes et tout ça, le vaccin, bref, et que cet homme-là ait été réélu triomphalement à je ne sais plus combien, 60% au moins. Alors après, on va dire, ah ben oui, mais il y a eu un pays légal. C'est pas faux d'ailleurs. Il y a une oligarchie qui confisque un peu la démocratie, mais ça c'est le sort de toute démocratie, c'est de devenir l'oligarchie en réalité. Mais quand même, ça exonère un peu la responsabilité du peuple français. Ah ben c'est pas de notre faute, c'est le pays légal, nous on est le pays réel. Moi, personnellement, enfin, vous avez compris que je ne crois pas trop à cette thèse-là. Et encore une fois, c'est une thèse qui correspond très bien au nationalisme maurassien. C'est-à-dire les boucs émissaires, voilà. On s'exonère de toute responsabilité. Nous, on est le gentil peuple et eux sont les méchants gouvernants. Voilà. Il y a de ça. Bon, Yves-Marie, c'était très précieux, très utile, et je suis sûr que vous avez fait découvrir plein de choses à des tas de gens qui se disent ah, c'était ça. J'aimerais bien que la semaine prochaine on fasse un sujet courageux, qui est Maurice Barrès, qui a disparu de beaucoup de radars et qui n'est jamais enseigné à l'éducation nationale, mais qui a été un auteur important, qui a eu l'influence que vous avez effleurée, que nous allons approfondir sur notamment Maurras. Et j'aimerais qu'on parle de la colline inspirée
et du moi-nation, puisque, au fond, comme vous l'avez suggéré d'ailleurs, Maurice Barrès a probablement eu une emprise plus profonde sur les esprits plus Mmh. intellectuels à l'époque et Mmh. plus spirituels que le rationaliste Maurras qui avait une influence politique, mais qui intellectuellement a probablement moins marqué les esprits que Barrès oublié aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Oui, 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 bon, d'accord. Je Oui, dis pas ça que allez-y, je pense dites. ça comme un pensum, mais c'est vrai que le personnage est moins intéressant, moins chatoyant, disons, que Maurras. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que Maurras est un rationaliste parce que il s'inspirait par exemple d'Auguste Comte avec la philosophie, la politique positive, en disant ça se démontre comme un théorème. Hein, vous voyez, ça c'était, enfin ça c'est tout le scientisme du 19e siècle hein, qui se retrouve là-dedans. Mais quand même, disons que sur ces derniers jours, euh, presque jusqu'au dernier jour, il disait je ne fais pas de métaphysique, je m'arrête au bord du mythe tentateur, toujours le langage extraordinaire de Maurras. Mais quand même, il semble que tout à fait au dernier moment, ses dernières paroles, il est en train de mourir et il dit j'entends quelqu'un venir. C'est très beau. Bon, à la semaine prochaine, Yves-Marie, et merci beaucoup. Au revoir, Eric.